La Turquie a porté un coup dévastateur à la Russie. En contrôlant la mer Noire et en faisant une déclaration audacieuse sur la Crimée, la Turquie met Poutine au défi. L'homme qui pensait que l'invasion de l'Ukraine diviserait le monde et prouverait son génie militaire se retrouve maintenant dépassé par Erdogan. Qu'est-ce qui pousse donc Erdogan à prendre des mesures aussi audacieuses? Et comment cela pourrait-il bouleverser le jeu de pouvoir régional? Les actions de la Turquie bouleversent la situation pour Poutine plus vite que prévu, lui qui n'est pas réputé pour sa clairvoyance récemment. Mais l'audace d'Erdogan ne vient pas de nulle part. C'est une partie d'une stratégie soigneusement élaborée que Poutine a clairement sous-estimée. Depuis 20 ans, Erdogan renforce au fur et à mesure son contrôle sur la Turquie, embrassant une vision néo-ottomane et militariste pour le pays. Pendant ce temps, Poutine croyait probablement avoir trouvé en Xi un allié fiable qui achèterait son pétrole et son gaz à prix réduit, alors que le reste du monde isolait la Russie. Les achats turcs d'énergie russe ont doublé entre 2021 et 2022, et Poutine a probablement supposé qu'Erdogan était un acquis. Grosse erreur. Si Poutine croyait vraiment qu'il avait tout sous contrôle, il a complètement raté le coche. La Turquie et la Russie se sont affrontées pendant des siècles. Erdogan a joué sur les deux tableaux dans le conflit ukrainien, mais le 11 septembre, il a fait son mouvement, déclarant que la Crimée doit être rendue à l'Ukraine. Pourquoi Erdogan retirerait-il le tapis sous les pieds de Poutine maintenant? Poutine n'est pas aussi malin qu'il le croit. Le tsar en herbe découvre à ses dépens que la stratégie d'Erdogan est bien plus impitoyable qu'il ne l'avait jamais anticipé, et quel meilleur endroit pour frapper Poutine là où ça fait mal que la Crimée. Ce n'est pas juste un bout de terre au hasard, c'est l'un des terrains les plus importants, en Eurasie. Toute puissance qui contrôle la Crimée contrôle la mer Noire. Historiquement, la Crimée a été gouvernée par diverses entités turques, avant que l'Empire ottoman ne la prenne à la Khanate de Crimée au milieu du XVe siècle. Bien sûr, Pierre le Grand a finalement réalisé la valeur stratégique de cette péninsule 250 ans plus tard, la reconnaissant comme la porte d'entrée clé de la Russie vers un port en eau chaude. Pour la Russie, la Crimée n'était pas qu'une question commerciale, mais aussi sécuritaire. Ce point de départ avait permis pendant des siècles des raids d'esclaves brutaux à travers l'Europe de l'Est. Une longue série de guerres a suivi l'attaque initiale de Pierre le Grand contre les Turcs en 1686, se terminant par la prise de contrôle de la Crimée par la Russie en 1783. Néanmoins, la Russie et la Turquie ont poursuivi leurs affrontements jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les Turcs ottomans avaient perdu la Crimée, mais cherchaient toujours à empêcher la Russie de devenir trop puissante en mer Noire. Cet intérêt a perduré jusqu'au XXe siècle. La Turquie a rejoint l'organisation du traité de l'Atlantique Nord en 1952 pour contrôler la Russie, et héberge toujours des armes nucléaires américaines sur son territoire à cet effet. L'adhésion de la Turquie et les arrangements de base avec l'armée américaine étaient la seule carte que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord avait à jouer pendant la guerre froide, car la mer Noire était autrement un lac soviétique. La Crimée était-elle un poignard menaçant la Turquie dès son acquisition par la Russie? À cet égard, le transfert de la Crimée à l'Ukraine en 1954 et son maintien en tant que territoire ukrainien après la fin de l'Union soviétique a été un excellent développement pour Ankara. Après 1991, la Turquie a vu l'influence de son rival historique en mer Noire considérablement réduite, inversant totalement la situation de la guerre froide. Les Turcs ont aussi conservé un intérêt ethnique en Crimée. La Russie a pris le contrôle, mais la majorité de sa population est restée composée de Tatars de Crimée, un groupe ethnique turc jusqu'au milieu du XIXe siècle. La Russie a reconnu l'importance de maintenir un contrôle stable de la Crimée, prenant des mesures répressives pour remplacer ethniquement la population tatare par des Russes. Les Tatars de Crimée ont subi une assimilation forcée et une déportation. L'oppression des Tatars par la Russie a culminé en 1944 quand Staline les a tous déportés en Asie centrale. Entre 150 000 et 200 000 Tatars de Crimée ont été envoyés dans ce voyage. À leur arrivée à destination, ils étaient confinés dans une limite de 5 km de leur lieu de résidence imposé et devaient signer un registre de présence mensuel auprès du commissariat du peuple aux affaires intérieures. Dans ces prisons à ciel ouvert, ils étaient contraints de travailler dans des fermes ou des usines d'État en échange de salaires dérisoires. Les Tatars n'ont pu retourner en Crimée qu'en 1988 lors des réformes de la perestroïka de Gorbatchev. En 2002, 260 000 sont rentrés sur un total estimé à 500 000 dans l'ex-territoire soviétique. Les Tatars, représentant 12% de la population criméenne, n'étaient pas heureux de l'annexion unilatérale de la péninsule par la Russie en 2014. Depuis, la Russie a repris certaines habitudes d'antan. En mars, une équipe des droits de l'homme des Nations Unies s'est rendue en Ukraine et a demandé un accès urgent à la Crimée en raison de prétendus mauvais traitements infligés aux Tatars sur place, y compris la mort d'un militant bien connu. L'éducation en langue tatare a également pâti sous le règne russe.
La pression monte pour les obliger à parler russe. Avec cette histoire, il ne devrait pas être surprenant que la Turquie s'oppose dès le début au mouvement de Poutine en Crimée, bien que pas toujours aussi fermement que l'Occident l'aurait souhaité. En 2015, elle a condamné la persécution des Tatars de Crimée par la Russie, mais n'est pas allée jusqu'à faire partie du régime de sanctions imposé en réponse aux actions de Moscou, là-bas ou en Ukraine, dans son ensemble. Le manque d'enthousiasme de la Turquie préfigurait la suite et a pu inciter Poutine à penser qu'il pouvait influencer Erdogan. Pendant ce temps, les alliés de la Turquie à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord étaient de plus en plus frustrés par la relation chaleureuse d'Ankara avec Moscou. Bien que les deux pays se soient retrouvés de part et d'autre de la guerre civile syrienne, ils se sont généralement évités, à l'exception d'un incident notoire en 2015 lorsqu'un F-17 turc a abattu l'un des chasseurs Su-24 de la Russie. Selon les Turcs, l'avion russe a été abattu, car il avait violé l'espace aérien turc malgré les avertissements. Poutine a contesté cette affirmation, insistant que l'avion survolait le territoire syrien internationalement reconnu. Un autre incident s'est produit pendant l'offensive d'Idlib au nord de la Syrie fin 2019 et début 2020, quand les forces gouvernementales syriennes ont encerclé plusieurs bases d'observation turques. La Turquie a lancé une contre-offensive, mais une rencontre entre Poutine et Erdogan en mars a abouti à un cessez-le-feu acceptable entre eux. Malgré leurs différends, la Turquie et la Russie sont restés en bons termes. La Turquie a acheté le système de défense aérienne russe S-400, entraînant des sanctions américaines, et son exclusion du programme F-35, par crainte que les Russes n'obtiennent des données sur l'avion. La Turquie a retardé l'adhésion de la Finlande à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord pendant 1 an, et celle de la Suède pendant 2 ans, en raison de ses objections concernant leur prétendue amitié envers des factions kurdes considérées comme terroristes par les Turcs. Cette impasse diplomatique n'a pas été créée avec la Russie, mais Poutine l'a sûrement appréciée. Une fois de plus, la Turquie prouvait être l'homme étrange de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, un pays ne partageant plus l'engagement de l'Alliance envers un ordre mondial libéral. Poutine et Erdogan partagent des similitudes importantes. Comme Poutine, le leader de plus en plus autoritaire de la Turquie serait un partisan du modèle d'État de civilisation du monde. Cette vision du monde est une réfutation d'une fondation des relations internationales modernes, qui considère que chaque État a droit à une souveraineté absolue et à l'intégrité territoriale à l'intérieur de ses frontières reconnues internationalement. En fait, les éléments clés du modèle d'État de civilisation sont les liens culturels, religieux, ethniques et linguistiques qui peuvent dépasser les frontières. L'État a pour mission de défendre et de préserver ces choses. Poutine a envahi l'Ukraine sous ces prétextes, car il considère la norme moderne des relations internationales comme une imposition occidentale découlant des traités de Westphalie et de Versailles. Poutine a souligné ces idées en préparant son invasion de l'Ukraine, qualifiant la fin de l'union des républiques socialistes soviétiques de fin de la Russie historique, séparant des millions de Russes ethniques de la mère patrie. Il a également répété ces accusations qui ont commencé en 2014, affirmant que des éléments néo-nazis en Ukraine avaient pris le contrôle du gouvernement et opprimé les Russes ethniques et les russophones avec le soutien de l'Occident. Dans son essai de 2021, intitulé sur l'unité historique des Russes et des Ukrainiens, Poutine a davantage élaboré sur sa vision du monde centrée sur la civilisation lorsqu'il a affirmé que la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie avaient historiquement été une seule nation et un seul peuple, unis sous l'Empire russe et l'Union soviétique, puis déchirés, maintenant séparés par ces impositions occidentales des relations internationales. En fin d'essai, Poutine s'est montré plus transparent sur sa vision de l'ordre mondial idéal. Il a mentionné que bien que les pays occidentaux aient encore des frontières démarquées, ils étaient des proches les uns des autres et partageaient des liens de culture et de langue avec des gens qui traversaient fréquemment leur territoire et se sentaient chez eux en raison de ces similitudes. Il a donné en exemple les États-Unis et le Canada, ainsi que l'Allemagne et l'Autriche. Il a dit que la même chose était vraie pour les Ukrainiens, qui vivent maintenant en Russie. Il a dit que nous les considérons comme nos proches, plutôt que d'être séparés. Poutine a également déclaré que tout le concept de l'État ukrainien, s'il suit le modèle de l'Ouest, était basé sur l'idée d'être anti-russe. Il a juré qu'il ne permettrait jamais que les territoires historiques de la Russie et son peuple soient utilisés contre la Russie. Il a conclu que la véritable souveraineté de l'Ukraine n'est possible qu'en partenariat avec la Russie. Nos liens spirituels, humains et civilisationnels, formés pendant des siècles, ont leurs origines dans les mêmes sources. Ils ont été renforcés par des épreuves communes, des réalisations et des victoires. Notre parenté a été transmise de génération en génération. Elle est dans les cœurs et les mémoires des personnes vivant dans la Russie et l'Ukraine moderne, dans les liens de sang qui unissent des millions de nos familles.
ensemble. Nous avons toujours été et serons de nombreuses fois plus forts et plus réussis, car nous sommes un seul peuple. Les historiens de l'Est et de l'Ouest ont critiqué un essai de Poutine comme un morceau de propagande ahistorique, mais il révèle beaucoup sur ses notions de relations internationales. Son essai est donc crucial pour l'invasion de l'Ukraine et ses relations avec les dirigeants étrangers. Cette vision supposée de la civilisation du monde est l'une des raisons pour lesquelles la relation de Poutine avec Xi Jinping de Chine est apparemment proche. Xi voit le monde à travers ses idées, expliquant en partie son activité militaire accrue autour de Taïwan et l'extension de son influence en mer de Chine méridionale. L'une des justifications que son gouvernement donne pour la fortification des îles dans la région est que ces eaux ont historiquement été chinoises. En 2015, Xi lui-même a affirmé que les îles étaient un territoire chinois depuis l'Antiquité. L'année suivante, un tribunal international a statué contre les revendications territoriales de la Chine et sa carte des 9 traits, mais Pékin a ignoré la décision. Sa vision du monde était simplement différente. L'idée qu'un tribunal international à La Haye puisse dire à la Chine quoi faire sur son propre territoire historique supposé était, pour Xi et ses subordonnés, une autre imposition occidentale sur des questions qui sont de nature chinoise. Ces notions de droit international sont cruciales pour les relations actuelles entre la Russie et la Turquie. La Turquie post-ottomane a été fondée sur le modèle d'un État-nation moderne occidental. L'occidentalisation était une priorité majeure de Mustafa Kemal Atatürk. Cependant, la Turquie a progressivement pris un cap différent sous Erdogan. Le changement le plus symbolique est sans doute survenu en 2020, lorsqu'il a transformé Sainte-Sophie en mosquée. Atatürk avait transformé le bâtiment d'une mosquée en un musée non religieux en 1935, comme un marqueur de ses efforts pour moderniser le pays à travers des réformes laïques. Malgré les objections internationales, Erdogan a choisi de suivre la voie opposée. La décision visait à séduire la base de soutien musulman conservateur d'Erdogan en Turquie. Crucialement, elle visait également à séduire les musulmans fervents au-delà des frontières de la Turquie, qui réclamaient depuis longtemps que Sainte-Sophie redevienne une mosquée. Les dirigeants occidentaux ont contesté la conversion, mais les Turcs l'ont perçue comme une ingérence. Au cours des 10 dernières années, alors qu'Erdogan continue de consolider son pouvoir, la Turquie est devenue bien plus active militairement. Autrefois grande puissance avec une portée militaire étendue, Atatürk a présidé un retrait stratégique turc sous sa politique étrangère de paix chez soi, paix dans le monde. Le gouvernement turc affirme maintenir cette politique à ce jour. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, la Turquie est restée neutre jusqu'au dernier mois. L'adhésion de la Turquie à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord a légèrement modifié sa politique étrangère, mais la Russie soviétique ayant un pouvoir quasi hégémonique sur la mer Noire, Ankara n'avait guère le choix. L'intervention dans le conflit chypriote en 1974 a marqué le début d'une politique étrangère turque plus active. La guerre prolongée de la Turquie avec le Parti des travailleurs du Kurdistan a contribué à sa sortie progressive de sa retraite stratégique, mais Erdogan l'a accélérée. La Turquie n'est plus un acteur passif. Elle a mené des opérations de combat majeures en Irak et en Syrie et a établi des relations militaires avec des pays aussi éloignés que la Libye, le Pakistan, la Somalie et, comme nous le verrons bientôt, l'Europe de l'Est. Son empreinte militaire inclut la plupart des terres autrefois dans l'Empire ottoman. Erdogan a également remis en question à plusieurs reprises le traité de Lausanne de 1923, qui fixe les frontières internationalement reconnues de la Turquie. Il prétend qu'Atatürk a été contraint de faire ses concessions dans des conditions inégales, et que la Turquie a le droit de demander un retour à un plan territorial antérieur, établi par la législature ottomane en 1920. Ces territoires englobaient Chypre, des zones du nord de la Syrie et de l'Irak, l'Arménie entière, des régions de Géorgie et d'Iran, ainsi que les îles égéennes, allant jusqu'à certaines parties de la Grèce continentale. Les cartographes turcs revendiquent de manière plus agressive des territoires, incluant des parties de l'Arménie et de la Syrie, à l'intérieur des frontières de la Turquie. C'est une tactique qu'ils pourraient avoir apprise de leurs homologues chinois, qui mènent des opérations similaires de découpage en tranches pour revendiquer des territoires au-delà de leurs frontières internationalement reconnues, en utilisant ces cartes dans le cadre de leurs efforts de guerre de l'information. La politique étrangère active de la Turquie sous Erdogan a mené à des accusations d'ambition néo-ottomane. Alors que certains experts occidentaux se sont concentrés sur l'autoritarisme croissant en Turquie, d'autres, comme ceux de l'Institut du Moyen-Orient, avertissent que cette perspective est trop restreinte pour saisir ses véritables objectifs. L'un d'eux promeut un mouvement politique pan-islamiste. Cette politique a un biais historique. Les sultans ottomans revendiquaient le titre de calife, successeur du prophète Muhammad et dirigeant de la communauté musulmane, combinant fonctions séculières et religieuses.
Erdogan n'est pas allé aussi loin, mais son gouvernement s'est positionné comme défenseur et promoteur de l'islam. Le retour de Sainte-Sophie au statut de mosquée a été conçu dans cette optique. La Turquie a financé l'édification de mosquées à travers le monde, Erdogan assistant en personne à de multiples inaugurations. Poutine a observé les mouvements d'Erdogan et a peut-être vu en lui un esprit similaire, quelqu'un qui rejette les normes occidentales des normes internationales et cherche à refaire l'ordre mondial sur des lignes idéologiques qui lui conviennent. Néanmoins, il aurait dû mieux réviser ses cours d'histoire. Erdogan pourrait s'éloigner de l'Occident, mais cela ne fait pas de lui un partenaire fiable pour la Russie. Après tout, la Crimée était un territoire ottoman, jusqu'en 1783. En plus d'exiger que les droits des Tatars de Crimée soient protégés, soient protégés, la Turquie n'a reconnu aucun droit russe sur la Crimée. En 2016, Erdogan a dit à son homologue ukrainien de l'époque, Petro Poroshenko, que la Russie occupait illégalement la péninsule. Il a réitéré cette position après l'invasion, en déclarant que le droit international exigeait que la Russie rende la Crimée à l'Ukraine. La Turquie a aussi établi un fort partenariat militaire avec l'Ukraine dans les années avant la guerre. La Turquie a été un fournisseur de grandes quantités d'équipements militaires à l'Ukraine, notamment son drone Bayraktar TB2, qui n'est que l'exemple le plus célèbre. En 2021, une note classifiée a été divulguée. Son contenu détaillait la relation de longue date entre les militaires turcs et ukrainiens. Cette relation incluait une formation croisée secrète entre les Ukrainiens et le commandement des forces spéciales d'élite turques. La relation remonte au moins à avril 2016. Dès lors, les conseillers turcs en opération spéciale ont entraîné les troupes ukrainiennes au contre-terrorisme, à la surveillance, aux incursions transfrontalières et au sabotage. Cette formation s'est avérée utile car les équipes d'opérations spéciales ukrainiennes ont mené ou assisté à de telles missions derrière les lignes et sur le territoire russe. La Crimée a été une cible particulière de ces opérations. Lorsque la guerre a commencé, la Turquie a apporté une aide diplomatique importante à l'Ukraine. Elle a condamné l'invasion dans la résolution ES 11.1 de l'Assemblée générale des Nations unies. De plus, elle a invoqué les dispositions de la Convention de Montreux de 1936 concernant le régime des détroits en temps de guerre. En reconnaissant officiellement l'opération militaire spéciale soi-disant de Poutine comme une guerre, les Turcs ont fermé les Dardanelles et le Bosphore aux navires de la marine russe, n'autorisant que certains navires reconnus de la flotte de la mer Noire à retourner à leur base, comme spécifié dans l'article 19. La Russie comptait sur ses liens plus étroits avec la Turquie pour empêcher cela. 3 jours après le début de l'invasion, la Turquie a exercé ses pouvoirs. Par conséquent, la flotte russe de la mer Noire ne peut pas être renforcée. La Russie a donc dû utiliser ses navires avec prudence dans cette zone, limitant son potentiel offensif. L'Ukraine a ensuite détruit ou gravement endommagé de nombreux navires, les obligeant à se retirer. En septembre 2024, Erdogan a réitéré son intention de voir la Crimée retourner en Ukraine. Notre soutien à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine ne fléchit pas. Le retour de la Crimée à l'Ukraine est une exigence du droit international. Il a réaffirmé son soutien aux Tatars de Crimée, soulignant que c'était une priorité majeure de la politique étrangère turque. Ces conditions pour la fin de la guerre étaient une paix fondée sur l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale ukrainienne. Erdogan pourrait ne pas toujours respecter ces notions, mais concernant la mer Noire, son pays cherche à empêcher la Russie de devenir trop puissante. Soutenir l'Ukraine est sa meilleure option. La Turquie a habilement joué des deux côtés du conflit. Elle a acquis de l'énergie russe à bas prix, tout en maintenant sa politique étrangère traditionnelle d'équilibrage de la Russie en mer Noire. La Turquie doit également défendre les Tatars de Crimée si elle veut être prise au sérieux en tant que principale puissance de la foi musulmane. Poutine a peut-être vu en Erdogan un autocrate semblable, mais les autocrates ne sont généralement pas liés par une profonde amitié ou des liens idéologiques. Ils agiront dans leur propre intérêt. Garder la Crimée comme avant-poste russe dans la mer Noire n'est pas optimal pour la Turquie. Si quoi que ce soit, Erdogan pourrait secrètement le vouloir pour lui-même. Que pensez-vous qu'il se passera ensuite dans la danse entre la Turquie et la Russie ? L'insistance récente d'Erdogan pour que la Crimée soit rendue à l'Ukraine fait-elle partie de sa stratégie pour négocier plus durement et obtenir de l'énergie russe à des prix encore plus bas, ou dit-il cela par un véritable engagement envers les droits souverains de l'Ukraine, selon l'approche du statu quo en matière de relations internationales ? N'oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour plus d'analyses militaires d'experts. Allez maintenant voir. Le Japon vient de porter un coup dévastateur à la Russie, ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.